L'histoire que vous pensez connaître sur Dorothée et ses chaussures de rubis n'est qu'un mensonge. Hollywood a modifié un détail crucial lors de l'adaptation du film de 1939. Un détail si dangereux qu'il a dû être dissimulé. Dans le livre original, les chaussures de Dorothée n'étaient pas en rubis. Elles étaient en argent. Et ces chaussures d'argent portaient un message secret de la plus grande conspiration financière des années 1890. C'était une alerte codée visant des banquiers corrompus, des politiciens frauduleux et un système truqué conçu pour écraser les Américains ordinaires. Frank Baum a caché ce message dans une histoire pour enfants, sachant que c'était la seule manière de survivre. Il a emprunté à la réalité chaque personnage, chaque route, chaque élément de magie. Une fois que vous savez quoi chercher, cette histoire apparemment innocente devient soudain beaucoup plus sombre et bien plus dangereuse que vous ne l'auriez imaginé. Nous sommes en 1890 à Aberdeen, dans le Dakota du Sud. 12 années de sécheresse ont ravagé la région. Pas de pluie signifiait pas de récolte, et sans récolte, les gens mouraient. Les voisins de Baum mouraient. Madame Anderson venait dans son magasin, la même femme qui avait acheté des bonbons pour ses enfants quelques mois plus tôt. Cette fois, elle demandait 50 cents. Non pour une douceur, mais pour de la farine, afin de maintenir ses enfants en vie. Dans la rue, devant la First National Bank of Aberdeen, les fermiers faisaient la file du matin jusqu'au soir. Ce n'étaient pas des inconnus pour lui, mais ses clients et ses partenaires de poker, des hommes qui avaient bâti cette ville de leurs propres mains. Ils suppliaient maintenant pour obtenir un délai sur des prêts qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Le directeur de la banque restait assis derrière son bureau appliquant des ordres venus de New York. Pendant que les hommes imploraient de l'aide, leur ferme était saisie. Le magasin de Baum était lui aussi en train de mourir. Ses étagères étaient remplies de reconnaissances de dettes laissées par des familles déjà parties. Lorsqu'il a finalement fermé boutique, Baum n'était pas seulement un commerçant ruiné, il était devenu un témoin. L'or pouvait sembler stable, mais les banquiers en tiraient profit. C'est à ce moment-là que Baum décida d'écrire Le Magicien d'Oz. Sous l'apparence d'un conte pour enfants, se cachait quelque chose de bien plus subversif. Un manifeste codé. Chaque personnage, chaque sortilège devenait une arme dirigée contre ceux qui avaient détruit Aberdeen. Il déguisa son attaque en fable, sachant que c'était la seule manière d'être entendu sans être réduit au silence. Dans le livre original, le magicien d'Oz apparaît à Dorothée sous une forme qui terrifierait n'importe quel enfant. Ce n'est pas un vieil homme inoffensif, mais une créature monstrueuse. Baum le décrit comme étant de la taille d'un éléphant, avec une tête de rhinocéros, 5 yeux, 5 bras, 5 jambes, et entièrement couvert de poils. Cette abomination exige que Dorothée tue la méchante sorcière de l'Ouest. Il ne lui demande ni de la capturer, ni de la neutraliser. Oz exige la violence, et la violence que Dorothée accomplit choque les lecteurs modernes. Elle et ses compagnons tuent près d'une centaine d'êtres au cours de leur voyage. Des loups sont massacrés, des corbeaux frappés jusqu'à la mort. Le message est sans équivoque, la route vers la libération du pouvoir passe par le sang. Puis vient l'homme de fer blanc, dont l'histoire révèle du pur cauchemar. À l'origine, il s'appelait Nick Chopper, un homme ordinaire amoureux d'une jeune fille. La méchante sorcière de l'Ouest désapprouvait cette union. Elle ensorcela sa hache. Le premier coup lui trancha la jambe. Un ferblantier lui fabriqua un membre de métal. Puis vint le bras, puis l'autre jambe, puis l'autre bras, ensuite le torse, et enfin la tête. Lorsque la transformation fut achevée, lorsque Nick Chopper devint entièrement l'homme de fer blanc, la femme qu'il aimait le regarda et s'enfuit en hurlant. La machine ne pouvait ni aimer ni être aimée.
Ce n'est qu'alors qu'il comprit ce qu'il avait réellement perdu. Pas seulement son corps, mais son cœur. Non pas l'organe, mais son âme. Sa capacité à ressentir un lien humain. C'est ce que Bohm voyait l'industrialisation faire aux travailleurs américains. Jour après jour, l'usine remplaçait l'humanité par l'efficacité. L'esprit était échangé contre le métal, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une machine vide. Une machine qui se demande pourquoi elle ne ressent plus rien. Le progrès, présenté comme une bénédiction, devenait une mutilation invisible. La malédiction de l'épouvantail est plus simple. C'est l'état du fermier américain que Bohm connaissait intimement. Il se réveillait chaque nuit calculant des dettes qu'il ne cessait de croître. Incapable de se reposer, il fixait le plafond pendant que sa famille dormait. Son esprit enchaînait des chiffres qui, malgré tous les calculs, ne menaient jamais à la survie. Une intelligence sans repos n'est pas une bénédiction, c'est une torture. Mais cette brutalité n'était qu'un prélude à la création la plus dérangeante de Bohm, une entité si dépourvue d'humanité qu'elle ne mérite même plus d'être qualifiée de vivante, la méchante sorcière de l'Ouest. Lorsqu'elle est aspergée d'eau, elle ne pleure pas, rien ne sort. Bohm précise qu'elle se vide de l'intérieur. Elle n'est pas vivante au sens humain du terme. Elle est animée uniquement par le mal. Le lion peureux n'était pas un personnage inventé au hasard. C'était une satire. Et les lecteurs de l'époque savaient exactement qui Bohm était en train de ridiculiser. Il s'agissait de William Jennings Bryan. Chaque détail le confirmait. Imaginez le Chicago Coliseum le 9 juillet 1896. La Convention nationale démocrate est en plein chaos. Le parti se déchire autour de l'étalon or. Vous ne crucifierez pas l'humanité sur une croix d'or. Il étend les bras, la tête en arrière, incarnant littéralement le Christ sur la croix. Bryan avait le rugissement. Mon Dieu, comme il savait rugir, mais lorsque novembre arriva, il perdit. Les intérêts bancaires se mobilisèrent. Ils dépensèrent plus d'argent que jamais auparavant dans une élection. Ils terrorisèrent les électeurs avec des prédictions d'effondrement économique. Si l'argent gagnait, disait-il, tout s'écroulerait, Bryan perdit. Il se présenta 2 fois à la présidence. Il perdit 2 fois encore. Le lion capable de faire trembler Wall Street par sa voix n'eut jamais le courage de gagner réellement. Bohm observa tout cela. Et plus tard, il écrivit l'histoire d'un lion au rugissement magnifique, trop lâche pour utiliser sa force quand cela comptait vraiment. Mais même après les monstres, les mutilations et les cauchemars moraux, Bohm n'avait pas terminé. Car sous toute cette horreur se cachait une trahison encore plus vaste, une trahison commise non par des sorcières ou des magiciens, mais par l'ensemble du système financier américain. La route de briques jaunes n'a jamais été censée mener à quelque chose de bon. Bohm n'avait pas inventé cette image, il a puisé dans les manchettes des journaux en 1894. L'Amérique assiste à une marche désespérée qui inspira la blague la plus amère de Bohm. Jacob Coxey était un homme d'affaires ruiné par la panique de 1893. Il avait tout perdu. Mais il eut une idée. Si suffisamment d'hommes sans emploi marchaient jusqu'à Washington, s'ils se présentaient au Capitole, le gouvernement les aiderait forcément. Les journalistes les suivirent, les fermiers les nourrirent. Ils dormaient dans les champs, convaincus que la démocratie les sauverait. Ils marchèrent pendant des semaines, sous la neige, la pluie,
traversant des villes hostiles où la police les observait, matraque à la main. Mais ils continuaient à avancer. Ils croyaient que la promesse dorée de la démocratie américaine signifiait quelque chose. Que si des citoyens dans le besoin se présentaient à leur gouvernement, l'aide viendrait. C'est alors que la police chargea. Les matraques s'abattirent, les os se brisèrent, Coxey fut arrêté. Son crime, avoir marché sur l'herbe. Après des centaines de kilomètres, il fut arrêté pour avoir touché les mauvais brins de gazon. Son armée se dispersa. La route dorée les avait menés droit dans un piège. Baum observa cela, il comprit. Et il écrivit l'histoire d'une autre route dorée dans son conte. Une route faite de briques jaunes, menant elle aussi des voyageurs désespérés vers un palais d'émeraude. L'année de publication était 1900, la même année où le Congrès adopta le Gold Standard Act. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un commentaire. La route de briques jaunes représentait l'étalon or, belle, solide, apparemment fiable. Tout le monde disait de la suivre. Mais où menait-elle? À un imposteur derrière un rideau, à de la fumée et des miroirs, à un magicien qui n'était qu'un petit homme effrayé tirant des leviers en espérant que personne ne remarque la fraude. Même le pays se moque de l'obsession américaine pour ce métal précieux. Oz, que signifie ce mot? Once, l'unité gravée sur chaque lingot d'or, sur chaque pièce d'argent. Baum a nommé son royaume magique d'après la mesure qui déterminait si des familles mangeaient ou mouraient de faim. Même Frank Baum appartenait à la société théosophique, un mouvement mystique convaincu que toute autorité est corrompue et que l'éveil ne peut venir que de l'intérieur. Mais il n'a pas appris cette philosophie dans les livres. Il l'a apprise à sa propre table. Sa belle-mère était Matilda Jocelyn Gage, et l'histoire a fait de grands efforts pour vous faire oublier son nom. Dans les années 1870 et 1880, elle était la femme la plus radicale d'Amérique. Lorsque Baum épousa sa fille Maud en 1882, Gage vit une opportunité, un jeune homme créatif capable d'apprendre la vérité. Quand Baum commença à raconter à ses enfants des histoires sur un pays magique appelé Oz, Gage écouta attentivement. Puis, elle lui saisit le bras. « Écris-les, Frank, » ordonna-t-elle. « L'esprit des enfants est encore ouvert. Ils ne sont pas encore brisés. » Quand la bonne sorcière dit à Dorothée qu'elle a toujours eu le pouvoir de rentrer chez elle, mais qu'elle devait l'apprendre par elle-même, c'est la philosophie de Gage mot pour mot. Aucun pouvoir extérieur ne peut te donner ce que tu possèdes déjà. Tu dois simplement le reconnaître. Et nous arrivons ici au cœur du génie de Baum. La révélation qui relie tout. La bonne sorcière dit enfin à Dorothée la vérité sur ses chaussures d'argent. Dorothée a toujours eu le pouvoir de rentrer chez elle, depuis le tout début. La seule puissance réelle se trouvait dans les chaussures d'argent que Dorothée portait depuis son arrivée. Elle représentait la monnaie d'argent qui aurait pu sauver les fermiers et les travailleurs américains. Mais elle représentait aussi autre chose, le pouvoir que les gens possèdent toujours, mais qu'on leur apprend à oublier.